On continue donc et on s'intéresse maintenant aux mécanismes de génération et de recombinaison qui sont des mécanismes propres aux semi-conducteurs. On va d'abord comprendre ces phénomènes de génération et recombinaison, puis on va les étudier dans le cas d'existence de ce qu'on appelle des pièges et on va les étudier sous l'effet de ces pièges. Donc on va les étudier en absence de pièges et en existence de pièges. Donc, c'est quoi ces phénomènes? Alors, d'après ce qu'on vient d'étudier, on a l'impression qu'on a une concentration d'électrons connue à une température donnée et une concentration de trous à une température donnée, c'est-à-dire qu'il y a, disons, 1 million d'électrons qui se sont libérés et qui ont créé 1 million de trous, et la situation est stable. C'est ce qu'on a tendance à imaginer. Mais la réalité, c'est que c'est totalement faux. Alors, en réalité, on continue. Tant qu'on n'est pas à une température nulle, de façon continue, le semi-conducteur sera animé par deux processus. Le processus recombinaison, c'est-à-dire des électrons qui viennent occuper un trou, un électron qui est dans la bande de conduction, un électron libre, vient occuper un trou en libérant une énergie EG, et dans ce cas, on aura la disparition de la paire, c'est-à-dire la disparition de l'électron et du trou en même temps. Et de l'autre côté, on aura le phénomène ou le mécanisme de génération, c'est-à-dire un électron qui va acquérir, qui est lié, qui est dans la bande de valence, qui va acquérir de l'énergie, une énergie égale à EG, et il va se libérer en créant la paire, cette fois-ci encore. Il va créer un trou, et lui, il va devenir électron libre. Donc, on aura un électron libre de plus et un trou de plus. Alors, ceci n'est pas contradictoire avec ce qui se passe, ce qu'on avait étudié avant. On a une concentration connue, mais les électrons ne cesseront de se créer et de disparaître. Les paires ne cesseront jamais de se créer et de disparaître. C'est comme si je venais dans une classe, donc pour l'analogie, c'est comme si je venais dans une classe et que je vous disais seuls 10 élèves peuvent être debout. Donc, il y aura 10 élèves qui seront debout au début, mais chaque fois qu'il y a un qui est fatigué, il peut s'asseoir dans une chaise, mais lorsqu'il va s'asseoir, il y aura automatiquement un autre élève qui se mettra debout. De façon à ce que moi, à chaque fois, si je prends une capture d'écran, une vue, je trouverai toujours 10. Peut-être pas les mêmes élèves, mais je trouverai tout le temps 10. Alors, c'est ce qui se passe pour ces électrons et trous. À chaque moment, si on arrête le temps et on compte, on trouvera que la concentration sera égale à NT et PT. Mais bien sûr, ce ne seront pas les mêmes électrons à chaque fois parce que tout le temps, il y aura des électrons et des trous qui vont disparaître et des électrons et des trous qui vont réapparaître. Donc, ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant, les N de T et P de T, assurent le nombre, mais les phénomènes de génération recombinaison, ils vont tout le temps animer un semi-conducteur. Ils vont exister tout le temps, sauf si on est à une température 0 degré Kelvin. Donc, on va définir G comme étant le taux de porteurs généré par seconde par centimètre cube, c'est-à-dire en disant que dans 1 centimètre cube ou dans 10 centimètres cubes, j'aurai 1000 électrons trous générés, 1000 paires générées par seconde. Donc, et le R comme étant le taux de porteurs recombinés cette fois-ci, ce qui va disparaître par seconde par centimètre cube. Et on va définir le U en tant que le taux net de porteurs recombinés. Donc, on va choisir un sens. Donc, on va choisir le taux net de porteurs recombinés. Dans ce cas, ça va être le taux de porteurs recombinés moins le taux généré. Donc, c'est le taux net de porteurs recombinés. Toujours même unité, c'est par centimètre cube par seconde. Donc, on distingue deux mécanismes de génération-recombinaison. Alors, le premier, le plus évident, le simple, ce qu'on a connu jusque-là, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de génération-recombinaison directe, c'est-à-dire un électron qui se trouve dans la bande de conduction, il acquiert une énergie EG, il passe dans la bande de valence, on a création d'une paire, on a création d'un électron libre et d'un trou. Et la disparition, donc la recombinaison, on a un électron qui se trouve dans la bande de valence,
un trou qui se trouve dans la bande un électron qui se trouve dans la bande de conduction, un trou qui se trouve dans la bande de valence. L'électron passe dans la bande de valence en libérant une énergie EG et on aura disparition. Alors attention, cet électron est un électron lié et donc il ne fait pas partie des N de T. Alors les NT, la concentration des électrons, c'est la concentration des électrons libres. Donc quand il est ici, il ne fait pas partie. Donc c'est ces électrons qui sont dans la bande de conduction qu'on comptabilise. Maintenant, on a un deuxième phénomène qu'on appelle la transition indirecte, le mécanisme génération recombinaison indirecte, ou qui sont dits par relais, ou aussi par piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impuretés qui existent au sein d'un semi-conducteur, donc ils rendent un certain niveau qui se trouve dans l'énergie de gap, alors au milieu ou pas, on s'en fout, il est dans l'énergie de gap, il y a un niveau ET ici, qui est autorisé. Donc je rappelle que la bande de valence, c'est une bande la bande de conduction, c'est une bande autorisée. La bande de valence, c'est aussi une bande autorisée. Maintenant, toute la bande de gap, c'est une bande interdite. En effet, les impuretés font qu'il y a un niveau qui est permis. Alors, maintenant, ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'on aura des transitions vers ce niveau et à partir de ce niveau. C'est-à-dire que l'électron, lorsqu'il veut se recombiner, lorsqu'un électron se trouve dans la bande de conduction, il peut libérer cette différence d'énergie ici et occuper ce niveau. Donc, on aura ce qu'on appelle le processus A et puis par la suite, il peut soit descendre dans la bande de valence et faire en sorte que le trou disparaisse. Donc, on aura disparition de la paire électron-trou à la fin du processus B. Ou bien, à partir de ce niveau, il peut faire le processus D et donc passer du niveau piège, revenir à la bande de conduction. Et dans ce cas, la paire électron-trou restera séparée. Il se peut aussi qu'un électron qui se trouve dans la bande de valence, il peut aller vers le niveau piège et occuper le niveau piège. Maintenant, une fois que c'est fait, il peut soit continuer son chemin et aller dans la bande de conduction, soit revenir et occuper le trou qu'il vient de créer. Parce que lorsque l'électron passe de la bande de valence au niveau piège, ce qui se passe, c'est qu'il laisse derrière lui un trou. Donc, il peut revenir avec un processus B, occuper ce trou, ou bien continuer en acquérant de l'énergie égale à cette différence ici. Donc, en ce qui concerne l'étude de ces semi-conducteurs, de ces mécanismes, on va d'abord définir ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Alors, l'équilibre thermodynamique, c'est la loi d'action des masses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N fois P est égal à NI carré. Le nombre d'électrons multiplié par le nombre de trous, le nombre d'électrons libres bien sûr, multiplié par le nombre de trous, il doit tout le temps être égal à NI carré, à une température donnée. C'est une constante qui ne dépend que de la température. C'est-à-dire si on est à 25 degrés Celsius par exemple, on peut connaître le nombre qu'il doit y avoir au sein de le nombre NI carré qui doit exister au sein d'un semi-conducteur. Donc, maintenant, si on est à l'équilibre thermodynamique, le nombre de porteurs recombinés, il est égal au nombre de porteurs générés. C'est logique. Donc, il y aura autant d'électrons qui vont disparaître avec leur paire que d'électrons qui vont se libérer en créant l'électron paire, la paire électron-trou. Donc, automatiquement, U qui est égal à R moins G doit être nul parce que le R est égal à G. Maintenant, lorsqu'on arrive à perturber cet équilibre, c'est-à-dire si on arrive, admettons qu'on arrive à
perturber cet équilibre et faire en sorte que le n fois p n'est plus égal à ni carré. C'est-à-dire on n'aura plus la loi d'action des masses qui est vérifiée. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Les mécanismes de génération-recombinaison, ils vont s'accentuer de la façon qui va faire disparaître l'excès. C'est-à-dire, si par exemple, supposons que, même si c'est pas réaliste, c'est pas très physique, si j'arrive avec un sac d'électrons et que je le verse dans mon semi-conducteur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de N que de P, que ce qu'il faut par rapport au P qui existe. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il y aura de la recombinaison qui va s'accentuer pour que on rétablisse cette loi d'équilibre. Donc, le N fois P qui est égal à Ni carré. Donc, les mécanismes de génération et recombinaison, il y aura tout le temps un qui va s'accentuer et l'autre qui va diminuer d'importance pour pouvoir rétablir l'équilibre. Alors, de même, si j'arrive à arracher des électrons d'un semi-conducteur, donc, qu'est-ce qui va se passer? Les mécanismes de génération vont s'accentuer, les mécanismes de recombinaison vont baisser un peu pour pouvoir rétablir l'équilibre. Alors, j'insiste sur cette dernière remarque qu'il ne s'agit pas de dopage. Alors, le dopage, lorsqu'on injecte des atomes dopantes, on reste dans le cas de l'équilibre, c'est-à-dire on a toujours le NP est égal à Ni carré. Dans un semi-conducteur dopé, on l'avait dit précédemment, le N fois P est toujours égal à Ni carré. Le déséquilibre thermodynamique n'est pas lié au dopage. C'est quelque chose qui se passe au cours de l'utilisation d'un semi-conducteur. Donc, pour le cas des mécanismes génération-recombinaison directe, il y a l'électron qui traverse directement la bande G pour aller dans la bande de conduction. Alors, à l'équilibre, si on est à l'équilibre thermodynamique, alors on a automatiquement la recombinaison thermique. Alors, je note ici TH pour dire recombinaison thermique dans le cas où c'est l'équilibre thermique est égal à la génération thermique. Donc, la création d'électrons trous, elle est proportionnelle. Donc, je note ici un certain alpha au produit N0, P0. Donc, qu'est-ce que N0 et P0? C'est les concentrations à l'équilibre. C'est-à-dire les concentrations qui respectent le fait que N fois P est égal à Ni carré. Donc, comme on va sortir de l'équilibre, je note N0 et P0, les concentrations de l'équilibre. Attention, ça n'a rien à voir avec l'intrinsèque. Le cas où N est égal à P, donc le cas d'un semi-conducteur pur. Ici, on peut être dans un dopage et, par exemple, si on est dans un dopage P, j'aurai le P qui serait très grand devant N. Mais bien sûr, le produit, il est constant, il est égal à Ni carré et ça ne dépend que de la température. Maintenant, si on perturbe ce produit, c'est-à-dire que si on a un certain N fois P, ce n'est plus N0, P0, c'est un certain N fois P qui est différent de Ni carré. Alors, dans ce cas, on aura le U qui n'est plus égal à 0. Alors ici, on a bien sûr le U est égal à 0 parce que R est égal à G, donc le U c'est R moins G, c'est 0. On admet, alors on va juste admettre ça pour ne pas trop rentrer dans les détails, on doit admettre que c'est une recombinaison proportionnelle, que le taux net de recombinaison va être proportionnel. C'est-à-dire que le U qui est égal à R moins G serait égal à C, C c'est une constante, c'est un coefficient, multiplié proportionnel à la perturbation. Et la perturbation c'est quoi? C'est N fois P, c'est ce produit-là, moins Ni carré, c'est qu'est-ce qui nous a fait sortir de l'équilibre, c'est-à-dire la différence par rapport à l'équilibre. Donc on aura un NP qui n'est plus égal à Ni carré. Donc, la différence entre notre état et l'état d'équilibre qui est Ni, c'est ce qu'on appelle la perturbation. Et donc, on va dire que le U est proportionnel à la perturbation. Alors, en ce qui concerne C, ça va être une constante qui sera en centimètres cubes par seconde. Alors, pourquoi? Parce que le produit ici serait en centimètres moins 6. Donc, C serait en centimètres 3 par seconde. Parce que le U, c'est un centimètre moins 3 moins seconde moins 1. Donc,
Pour développer les calculs, on va poser que ce n. Alors, cette concentration d'électrons dans un état de non-équilibre, c'est un N0, c'est la concentration de l'équilibre, plus une certaine perturbation qu'on va noter N chapeau. De même pour P, on va noter ça P0 plus P chapeau, donc la concentration des trous à l'équilibre, plus une certaine perturbation. On a donc U qui est égal à, donc on développe ici le produit NP, c'est N0 P chapeau plus P0 N chapeau plus N chapeau P chapeau plus N0 P0 moins NI. Alors, le N0 P0 c'est quoi? Alors, le N0 P0 c'est l'équilibre, c'est NI carré. Donc, ces deux constantes sont égaux, donc tout ça, ça va être 0. Maintenant, pour le produit N chapeau fois P chapeau, c'est quelque chose de très petit. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas perturber l'équilibre de façon très importante. On va faire une petite perturbation de l'équilibre. Ça va être quelque chose de très petit. Le N chapeau, il devrait être négligeable devant le N0. Et donc, le produit N chapeau fois P chapeau, on peut le négliger. On se retrouve avec le U qui est égal à C, cette constante, multiplié par N0 P chapeau plus P0 N chapeau. Bien, on va poser taux N, ce produit C fois N0, et taux P, ce produit C fois P0. Alors, ou plutôt l'inverse de ces produits, d'accord? Donc, le taux N, c'est 1 sur CP0, et le taux P, c'est 1 sur CN0. Bien sûr, on n'a pas forcément N0 qui est égal à P0, parce que si on est dans un cas de dopage, P ou N, il y aura un qui sera plus grand que l'autre, donc sauf si on est en cas intrinsèque. Donc, taux N n'est pas forcément égal à taux P, donc ils seront la majorité des cas différents, sauf pour le cas intrinsèque. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ces constantes, taux N et taux P, ce sont des constantes qui sont analogues au temps. Alors, la concentration des électrons, c'est centimètre moins 3, et la concentration, le C, c'est un centimètre cube par seconde. Donc, on a le centimètre cube qui disparaît avec le centimètre moins cube, et bien sûr la seconde qui est en bas, qui monte vers le haut. Donc, le taux P, c'est une constante qui est analogue à un temps. Et ce n'est autre que le temps. Ce temps, il a un sens. C'est le temps moyen, et c'est plutôt la durée de vie moyenne d'un électron, donc dans le cas taux N, et d'un trou, dans le cas taux P, d'un trou ou d'un électron excédentaire. Donc, ce qui veut dire que si j'ajoute un trou ou un électron, combien de temps lui faudra-t-il pour disparaître par mécanisme de génération-recombinaison? Donc, ça représente, ça donne une idée, c'est une durée moyenne. Attention, ce n'est pas la durée de vie que tous les électrons vont passer, mais c'est une durée de vie moyenne. Donc, c'est une moyenne de vie pour ces électrons excédentaires. C'est-à-dire, si j'ai un semi-conducteur en équilibre, j'ajoute des électrons. Ces électrons, comme on a dit, vont disparaître par effet de génération-recombinaison. Donc, les mécanismes vont s'accentuer de façon à faire disparaître cet excédent. Maintenant, le temps moyen nécessaire, ça va être ce taux N et taux P. Et on reviendrait pour démontrer ça et voir ça de façon plus visible. Maintenant, pour le cas indirect, donc on distingue donc deux processus de recombinaison qui sont le A et le B. Donc, le A et le B, ce sont des processus de recombinaison, et deux processus de génération, c'est le C et le D. Donc, on va définir deux taux nets de recombinaison. Le taux net de recombinaison électron-piège, donc le UN, qui est le RA, ça c'est une recombinaison, RA, moins GD. Donc ça c'est le taux net de recombinaison entre l'électron et le piège. Donc quand on dit électron, c'est-à-dire la bande de conduction. Et UP, le taux de recombinaison piège-trou, c'est RB, donc recombinaison du type B, génération du type C. Donc, on va distinguer donc deux taux de recombinaison cette fois-ci dans le cas indirect, pas un seul, parce qu'on a une étape intermédiaire. Et il faut savoir que à l'équilibre, si on est dans l'équilibre, on devrait avoir UN et UP qui sont nuls.
Alors, c'est normal, c'est logique. On devrait garder les mêmes nombres de concentration. Et de plus, on sait qu'en régime permanent, on a UN qui est égal à UP. Donc, souvent, en étude, dans tous les phénomènes en général, on s'intéresse au régime permanent. Alors, ce n'est pas à 100% vrai. Il y a des scientifiques, il y a des domaines qui s'intéressent qu'au régime transitoire. Mais la majorité de la science, en général, je dirais dans la plupart des cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est le régime permanent. Le régime transitoire, il ne reflète pas les phénomènes, il reflète d'autres aspects. Il ne reflète pas les phénomènes naturels dans leur permanence. Il reflète plutôt quelques phénomènes court dans le temps. Donc, on aime toujours étudier le régime permanent. C'est ce qu'on va faire dans ce cours. Alors, on sait que dans le régime permanent, on a le UN qui doit être égal à UP. Alors, même si on n'est pas à l'équilibre, UN et UP ne seront pas nuls, mais ils seront égaux. Donc, essayons d'abord de définir NT. Alors, NT, ça va être la concentration des pièges. Alors, si on a des pièges, ça veut dire que on a rajouté des impuretés qui introduisent ces pièges. Alors, le T, on va utiliser le symbole T pour trap en anglais, piège. Donc, parce que le P est déjà pris pour tout ce qui est trou. Donc, on va définir NT comme étant la concentration de ces pièges. Donc, combien de pièges on a par centimètre cube. Donc, et on va distinguer deux types de pièges, des pièges vides et des pièges occupés. Donc, s'il y a plusieurs pièges par centimètre cube, ça veut dire qu'il y en a ceux qui sont occupés à l'instant donné par des électrons. Il y a ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont vides et donc qui peuvent accepter une transition. Donc, NT, c'est la concentration des pièges vides. Donc, NTV et NTO, c'est la concentration des pièges occupés. Donc, pour simplifier ça, on va supposer qu'il y a une fréquence, une probabilité d'occupation des niveaux relais ou des niveaux des pièges. Et donc, on va dire que NTO, la concentration des pièges vides, des pièges occupés, pardon, est égale à un certain F, une constante, une valeur, N de T, c'est-à-dire ça peut être par exemple 0,5 NT, donc la moitié des pièges est vide. Donc, automatiquement, NT, c'est NTV plus FNT, et on peut déduire que NTV, c'est 1 moins FNT. Bien, donc, étudions ces processus à 1, et on a déjà Shockley-Hall-Reid qui nous donne le premier, qui est le RA. Donc, le système de recombinaison du type A, il est proportionnel à N, à Sn, ce qu'on appelle la section de capture de l'électron, à la vitesse thermique de l'électron et bien sûr au piège vide. Alors pour que le A se passe, il faudrait déjà qu'il y ait un électron libre, d'où l'importance de N. C'est-à-dire plus il y a d'électrons libres, plus on peut avoir de processus du type A. Il est lié à la vitesse thermique de l'électron, donc plus l'électron il a de vitesse, plus en bougeant il peut faire ce saut ici. Et il est lié à la concentration des pièges vides. Donc, pour qu'il y ait une transition du type A, il faudrait que le piège soit vide. Donc, et puis, on a finalement une section de capture. Alors, ce qu'on appelle une section de capture, c'est tout simplement un coefficient ou bien une probabilité. Alors, elle serait analogue à une section, elle serait en centimètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on l'appellerait une section. Donc, Shockley-Hall-Reid, ils ont donné cette formule-là et c'est une formule qui restera universelle qu'on va utiliser tout au long de ce cours. Donc, on sait que NTV, c'est 1 moins FNT. Donc, les pièges vides, c'est 1 moins FNT. Donc, on peut aboutir à la dernière formule qui est RA est égal à NSN VTHN 1 moins FNT. Donc, pour le processus B, cette fois-ci, il sera lié, donc c'est ce qu'on appelle RB. De même, il sera lié à la concentration des trous. Donc, pour que le B se passe, il faudrait qu'il y ait un trou, il faudrait qu'il y ait un manque d'électrons ici. Donc, c'est ce qui est représenté par le P. La vitesse thermique des trous, donc le déplacement de ces trous ici, et la probabilité ou bien la concentration des pièges occupés. C'est-à-dire pour que cette transition se passe, le piège devrait être déjà occupé.
Et bien sûr, c'est lié à une certaine probabilité qu'on va appeler, encore une fois, section de capture du trou. Alors, c'est comme si on avait capturé ce trou. Alors, ici, on avait capturé l'électron et ici, on a capturé le trou. Bon, c'est juste une façon d'appeler les choses. Donc, bien sûr, NTO, c'est FNT. Et on va aboutir à RB qui est PSP, VTHP, FNT. Pour les mécanismes de génération, commençons par le JC. Alors, pour que le JC se passe, ben, on n'a pas besoin qu'il y ait des électrons libres, ni besoin qu'il y ait de trous. Donc, il y a une certaine probabilité d'émission. C'est un facteur ici, multiplié par le fait que le piège doit être vide. Alors, pour qu'il y ait émission de cet électron, ce piège devrait être vide. Donc, ce qui nous donne que c'est un EP1-FNT. Donc, on peut ici déjà calculer UP, qui est égal à RB moins GC. Donc, c'est un PSP VTHP FNT. Donc, c'est ce qu'on vient de démontrer dans le slide précédent. Et puis, EP1-FNT. Puis, de même, on va définir GD, qui est égal à EN. Donc, ce n'est ni lié à la probabilité d'existence d'un trou, ni lié à la probabilité d'existence d'un électron. Donc, c'est directement lié à la probabilité d'émission et lié au fait que le piège soit occupé, donc NTO. Donc, c'est un ENFNT et on aboutit à la formule de UN qui est RA moins GD, qui est NSNVTHN, M-FNT et ENFNT. Donc, on a les deux formules de UN et de UP. Alors, il y a une simplification qu'on aime toujours faire. Alors, je reviens ici. Donc, cette probabilité d'émission du trou, donc la probabilité que on va créer un trou, donc la probabilité que l'électron passe dans le piège et qu'on émette le trou, elle est de plus en plus importante. Donc, pour que cette probabilité soit grande, il faudrait que le niveau piège soit proche de la bande de valence. Donc, contrairement à la probabilité d'émission de l'électron, pour que cet électron soit libéré, donc qui se trouve dans le piège soit libéré, elle sera de plus en plus importante. Donc, EN serait de plus en plus important lorsque le niveau piège il est proche de la bande de conduction. Donc, on va définir le cas où le piège est le plus efficace, c'est-à-dire le piège, le cas où il favorise la création de la paire. Donc, si le piège il est bas, il y aura beaucoup d'électrons qui vont passer dans le niveau piège puis revenir. Lorsqu'il est dans le niveau haut, il y a beaucoup d'électrons qui vont difficilement arriver jusqu'au niveau du piège. Donc, pour que le piège soit efficace, il faudrait qu'il soit exactement au milieu. Donc, dans ce cas, on aura EN qui est égal à EP qui est égal à, qu'on va noter E chapeau. Donc, si EN est grand, il favorise l'émission de l'électron. Si EP est grand, il favorise l'émission des trous. Lorsqu'ils sont égaux, on dit que le piège il est efficace. Alors, donc, sous cette hypothèse, on aura un E ici, chapeau, et un E ici, chapeau. Alors, c'est une façon de simplifier le calcul. On va voir ce que ça va donner. Alors, dans le cas d'équilibre thermique, c'est-à-dire UN est égal à UP est égal à 0, donc le cas de l'équilibre, il n'y a pas de perturbation, on peut déduire que UN est égal à 0 et UP est égal à 0. On peut trouver une certaine forme pour le E chapeau. Donc, on va ramener ce terme ici derrière à la place du 0 et ramener ce terme ici à la place du 0 et on va multiplier les deux équations. Alors, N0, P0, donc on va multiplier N0, P0, Sn, Sp, VTHN, VTHP. On aura 1 moins F fois F et NT au carré. De l'autre côté, on aura E carré, F1 moins F et NT au carré. Alors, NT, il est non nul, c'est une concentration qui n'est pas nulle. On va le faire disparaître. Et on sait que F, il est compris entre 0 et 1. Donc, le 1 moins F est non nul et le F est non nul. Et donc ici, bien sûr, c'est exclu. Le 0 et le 1 sont exclus. On peut diviser par F1 moins F. On se retrouve avec E chapeau carré qui est égal à NI carré Sn, SV, SP, VTHN, VTHP. Donc, finalement, le E qui est égal à ceci. Donc, on peut revenir à la formule de UN et remplacer le E chapeau par son équation
par sa valeur, donc cette nouvelle valeur qu'on a obtenue, et on aboutit à NI, cette racine multipliée par NTF. Alors, encore une autre simplification qui n'est pas toujours vraie, on a le Sn qui est presque égal à SP et le VTHN qui est presque égal à VTHP. VTHN est presque égal à VTHP, qu'on va noter S et VTH. Et dans ce cas, on aura des carrés qui vont paraître ici. On aura NIS, donc le E chapeau qui est égal à NIS VTH. Alors là, on va faire disparaître la racine de cette équation. L'équation, elle est plus simple à voir. Donc, c'est une approximation qui parfois on peut permettre. Bien, donc en régime permanent, maintenant, on connaît la formule de UN et du UP. Ce qui nous dérange, c'est ce F et F ici, M moins F et F ici. On va essayer de le définir en régime permanent. Donc, en régime permanent, donc en régime transitoire, on ne va pas s'intéresser à ça. En régime permanent, on sait que ce terme de UN est égal à ce terme de UP. Et on aboutit à cette, on simplifie par les N, S, VTH, NT, tout ça. Et on arrive à cette formule ici. Donc, ici, il suffit de factoriser, donc développer tout ça et factoriser par le F pour aboutir à cette forme-là. Donc, le F qui est égal à N plus NI sur N plus P plus de NI. Et le 1 moins F qui est égal à P plus NI, N plus P plus NI. Donc, on remplace ça dans les formules de UN et de UP en régime permanent. Attention, cette forme-là, et bien sûr, automatiquement, cette forme-là ne sont vraies qu'en régime permanent. Parce que le F ici est déterminé dans le cas du régime permanent. Donc, on peut même encore aller plus loin et on pose le N qui est égal à N0 plus N chapeau et le P qui est égal à P0 plus P chapeau, comme ce qu'on a fait précédemment. Et on aboutit avec toutes les simplifications. Alors, on va retrouver les mêmes simplifications que pour le cas direct. Donc, on va avoir ici un N chapeau multiplié par P chapeau qui est négligeable et un certain N0 multiplié par P0 qui va disparaître avec le NI carré. Et donc, on va aboutir à cette formule ici. Et donc, c'est un N0 plus P chapeau plus P0 N chapeau sur N plus P plus 2NI carré, plus 2NI, pardon. Et ce terme, SVTHN, on va le noter, est égal à 1 sur taux. Alors, encore une fois, 1 sur taux, ça va être analogue à le taux sera, donc 1 sur taux sera analogue à une fréquence et le taux sera analogue à une durée. Et ça va être la durée de vie moyenne de l'électron ou bien du trou. Donc ici, ils sont égaux parce que taux P est égal à taux N. La durée moyenne du porteur au sein d'un semi-conducteur avant de disparaître par effet de génération recombinaison. Alors, dans le cas général, donc on ne va pas supposer l'existence de ces pièges efficaces. Donc, on a le EN qui est différent de EP. Alors, on admet que F, la fréquence d'occupation des électrons, des pièges, elle est égale à 1 sur 1 plus E exponentielle ET plus EF sur KT. Alors, on peut l'admettre, mais on peut aussi le comprendre. Alors, ce n'est rien d'autre que la distribution de Fermi-Dirac. La première formule qu'on a vue dans ce cours est qui disait que la probabilité d'occupation d'un niveau énergétique, il est égal à 1 sur 1 plus E exponentielle E moins EF sur KT. Donc, ici, la probabilité d'occupation du niveau piège, qui est un niveau énergétique, elle n'est autre que 1 sur 1 plus exponentielle ET moins EF sur KT. Donc, ici, on peut calculer F sur 1 moins F, qui est égal à EF moins ET sur KT. Et 1 sur moins F sur F qui est égal à exponentielle ET moins EF sur KT. Attention, ça c'est l'inverse de ça. Ici c'est EF moins ET, ici c'est ET moins EF. Alors je les calcule parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, et on va donc définir qu'à l'équilibre, on a le N qui est égal à N0. Donc c'est ce qu'on a toujours utilisé jusqu'à maintenant. Et on rappelle qu'il est égal à NI exponentielle le niveau de Fermi moins le niveau de Fermi intrinsèque.
Alors normalement on l'avait noté précédemment EFI. Donc juste pour simplifier la notation, je vais le noter EI. De même pour P0 qui est égal à NI exponentielle EI moins EF sur 4T. Alors je vous invite à revenir vers les formules précédentes pour retrouver le développement de cette relation. Donc à l'équilibre, on a le UN est égal à 0 et le UP qui est égal à 0. Donc on peut dire que EN est égal, ENNT est égal à N0 SN VTH NT. Donc ça c'est la formule de UN est égal à 0 et puis la formule de UP est égale à 0, ça donne ça. Alors on a donc eu besoin de 1 moins F sur F et F moins 1 sur F, donc ça c'est ce qu'on vient de développer. Bien sûr ici on a NT, NT, donc on peut les faire disparaître parce qu'ils sont non nuls. On arrive à la formule de EN. Alors EN c'est N0 SN, attention ici c'est un N0, donc celui de l'équilibre, SN VTHN exponentielle ET moins EF sur 4T. Or, N0, comme dit ici, c'est égal à NI exponentielle EF moins EI. Et donc, on remplace ça par sa formule. Donc, on remplace N0 par sa formule. Ici, on a EF moins EI et ET moins EF. Donc, il y a le niveau de Fermi qui va disparaître. Ça va nous laisser SN, VTHN, NI. Donc, la concentration intrinsèque exponentielle ET moins EI. Alors, exponentielle ET moins EI, c'est quelque chose qui n'a pas un vrai sens physique, pas pour ce cours en tout cas, je ne sais pas si l'on a ailleurs, mais en tout cas, c'est la différence entre le niveau piège et le niveau de Fermi intrinsèque. Donc, exponentielle 7 bondes sur 4T. Donc, alors, ça, on va le noter NT. Donc, on va noter cette valeur ici NT, donc juste pour ne pas continuer à trimballer cette exponentielle, donc on va noter ça NT et PT. Alors encore une fois, NT et PT, ce sont des concentrations qui n'ont pas une explication physique. Ce sont des concentrations, mais ils n'ont pas de sens physique derrière. C'est juste une notation qui va nous simplifier la suite des calculs. Donc ça va faire quelque chose de plus joli. EN est égal à SN VTH NT. Et EP c'est égal à SP VTH P topé, qui est encore plus joli que celle-ci. On va l'admettre. Donc, on a UN qui est égal à cette formule ici, et bien sûr ici on va rajouter NT. Alors attention à ne pas confondre le NT minuscule avec le NT majuscule, ce sont deux choses différentes. Donc ici on peut factoriser par ce SNVTHN multiplié par NT, donc tout ça, on peut le factoriser avec ce terme, ça nous laisse un certain N fois 1 moins F moins NT fois F. D'accord? De même pour UP. Bien, on s'intéresse encore une fois au régime permanent, ce que on aime le plus étudier. Donc ça, c'est le régime où il n'y a plus de perturbation. Il y a toujours de la perturbation, mais il n'y a plus de fluctuation. On est en régime permanent. Donc, on peut déduire de ça, donc on a UN qui est égal à UP, on peut faire disparaître ici le NT et peut-être même le VTH, donc on va supposer ici que le VTHN est égal à VTHP, et on peut déduire que F c'est un NSN PTSP, donc sur SNN plus NT plus SPP plus PT. Ah, donc de même pour 1 moins F, ça donne cette formule. Donc finalement, dans le régime permanent, lorsqu'on est en régime permanent, on a UN qui est égal à UP, qui est égal à cette formule ici. Elle est un petit peu lourde quand même, mais bon, c'est acceptable, c'est une fonction acceptable. Alors on retrouve toujours que c'est multiplié, qu'il y a un terme qui est multiplié par la perturbation, qui est toujours NP moins NI carré. Donc, encore une fois, on a le taux N et le taux P qui sont 1 sur SNVTHNNT et 1 sur SPVTHPNT, donc qui sont des constantes de temps et qui représentent la durée de vie moyenne respectivement de l'électron et du trou avant de disparaître par effet de génération hors combinaison. Donc,
en remplaçant avec taux n et taux p, on trouve que dans le cas général, donc loin de, même si qu'on soit en permanent ou pas, on a ces deux formes de UN. Donc, pour récapituler tous ces mécanismes de génération et recombinaison, on a ce tableau. Donc, en termes de définition, dans le cas direct, on a défini U comme étant proportionnel avec un certain C à la perturbation N0 moins NP moins NI carré. Dans le cas de recombinaison par piège, on a défini UN et UP, donc qui sont RA moins GD et RB moins GD. Donc, ça donne de façon générale cette formule ici qui dépend de SN, VTHN et de PSP, VTHP, ainsi que de N et de P. Donc, dans le cas direct, on avait défini que taux N, c'est 1 sur CP0 et taux P, c'est 1 sur CN0. Alors que dans le cas indirect, on avait défini que taux N est égal à 1 sur SN, VTHN, NT et taux P, c'est 1 sur SP, VTHP, NT. Pour les formules du régime permanent, on a dans le cas général le U qui est égal à N chapeau, donc la perturbation sur taux N et la perturbation sur taux P. Maintenant, pour le régime permanent, on avait distingué le cas direct avec piège efficace, donc le cas des pièges efficaces et le cas des pièges non efficaces, cas général. Donc, on a ici NP moins NI carré et ici on a NP moins NI carré. Et finalement, ici, on aura la même chose, NP moins NI carré, NP moins NI carré, sauf que ici, on va rajouter ce NT et on va rajouter ce PT qui était NI exponentiel, niveau du piège, moins niveau de Fermi intrinsèque sur KT. Alors, je rappelle donc, avant de clôturer cette vidéo, que le J, le courant, c'est un courant de trou. Donc, qu'il soit de conduction ou de diffusion, plus un courant d'électrons, encore une fois, de conduction et de diffusion.